Quand je sens en chemin les trépidations de ma machine. Oh, je vois le point rouge, ça tourne. Pardon. Je vous prends quelques minutes, moins longtemps quand même que le tour de la Nordschleife, pour vous parler de notre prochaine vente, Back to Basics. Elle a lieu le 6 mars à 19 h. Commencez à connaître le format. Back to Basics, pourquoi? Parce qu'on a envie de faire la part belle aux voitures qui mettent en avant la relation, l'interaction entre l'homme et la machine. Et d'ailleurs, fort de cette réflexion, on ne s'est pas limité à des voitures, on a pensé aussi que les motos couvraient parfaitement cette thématique. Donc on va prendre 4-5 voitures au hasard comme ça, on va vous donner envie, et puis après, à la fin de la vidéo, je vous donnerai toutes les informations pour nous suivre. Allez, en route! Incontestablement, l'Alfa Romeo Montréal. Pourquoi elle s'appelle Montréal? L'exposition universelle de Montréal en 1967. Alfa veut frapper un grand coup. Ils sont pas au mieux de leur forme. Et ils se disent, tiens, on va demander à un designer réputé de nous faire une sorte d'œuvre d'art qui n'avait pas forcément vocation à être produite, mais qui avait vocation à frapper la rétine. Et quel coup de maître! Génial coup de maître, à tel point qu'elle a suscité tellement d'enthousiasme qu'ils ont mis 3 ans, mais qu'ils l'ont produite. Donc cette Alfa Romeo coupé 2+2 avec un V8 de 200 chevaux. Encore une fois, aujourd'hui ça n'existe pas, ça n'existera plus jamais dans la marque. Elle a un look incroyable, elle a une motorisation absolument génialissime. Bref, tout un concentré de plaisir. Oula! Grosse réflexion. C'est toujours délicat de donner des idées comme ça en pensant qu'elles vont prendre de la valeur. Mais en tout cas, au-delà de ça, c'est quand même une super voiture parce que c'est la série 3 E30 en mode coupé, la 320, donc 6 cylindres. C'est pour ça qu'on l'a choisi, parce que c'était à l'époque l'entrée de gamme du 6 cylindres sur la série 3. C'était la voiture qu'il fallait avoir quand on était cadre, dynamique, qui voulait rouler dans une voiture sympathique. Aujourd'hui, ça n'existe plus en atmo comme ça. Elle a 44 000 km, elle a été très bien entretenue, donc franchement, vous pouvez y aller sans souci. La plus rare, c'est pas vraiment la plus rare en termes de volume, mais c'est la plus rare parce que globalement personne ne la connaît. Même les amateurs de voitures de collection ont du mal à clairement identifier ce modèle. On parle de la Sunbeam Alpine Roadster, à ne pas confondre avec la Sunbeam Alpine. Elle aurait dû cartonner. Pourquoi? Parce qu'elle a bénéficié d'une apparition dans un film d'Hitchcock avec Cary Grant, avec Grace Kelly sur la Grande Corniche au-dessus de Monaco. Elle a bénéficié aussi d'un record sur l'anneau de Montlhéry et sur un autre dont je n'ai plus le nom en tête en Belgique, avec Stirling Moss, record de vitesse. Mais bon, ça n'a pas suffi. Elle n'est pas arrivée au bon moment, ça arrive à plein de voitures, mais c'est d'autant plus intéressant de se dire qu'aujourd'hui, les 1200 et quelques exemplaires fabriqués et les globalement 950 exportés aux États-Unis font qu'on n'en trouve que à quelques unités près en Europe, et elle n'est pas encore sur des sommets de prix, donc franchement, un vrai coup de cœur. Incontestablement, la Porsche 944. L'ultime évolution de la 924, c'est la fameuse lignée des PAM, Porsche à moteur avant. Ça n'existe plus aujourd'hui à part les Cayenne, enfin les SUV de chez Porsche. Donc c'est un 2,7 litres, une des séries les plus rares. Forcément, grand châssis, belle motorisation, le plus gros 4 pattes, comme on avait la coutume de le dire à l'époque. Donc encore une fois, pas la plus grosse des motorisations, mais franchement, une combinaison homme-machine très agréable. Je viens de trahir mon coup de cœur complet. C'était déjà un coup de cœur, mais alors celui-ci, il emplit de joie tout mon cœur pendant très très longtemps. Il s'agit de la Maserati Quattroporte de 4e génération avec la motorisation V8 3,2 litres. Et ça, c'est pas anodin, parce que globalement, cette série qui est partie de la biturbo, qu'on a retrouvée toujours avec des 6 cylindres, surtout aussi biturbo, comme son nom l'indique, et ben se voit une fois que Ferrari reprend un peu le contrôle, quand Fiat rachète la marque et Ferrari reprend le contrôle de tout ça, se dit il me faut une motorisation très haut de gamme pour retrouver un peu l'ADN de cette voiture, la Quattroporte, qui en est à sa 4e génération. Donc on a finalement une voiture relativement rablée avec un design de Gandini, Gandini qui a quand même œuvré sur des Lamborghini. On retrouve d'ailleurs un trait de caractère du design sur l'arrière. Elle a tout ce qu'il faut et surtout, elle passe inaperçue. C'est parfaitement la voiture pour se déplacer dans un grand confort sans que personne vous regarde trop de travers. Voilà, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur, de palpitation.
plus étonnante. On quitte un petit peu les 6 cylindres, les V8, on tord un peu notre réflexion de démarrage sur cette thématique pour en arriver à cette voiture absolument incroyable, c'est la S2000, la Honda S2000, la sportive, celle qui globalement frappe l'esprit de tous ceux qui connaissent la voiture et qui apprécient l'ingénierie. Ce moteur est un 4 cylindres, 2 litres, d'où son nom, S2000. Elle rentre dans la logique de la série S, S600, S800 pour les dernières générations. Pourquoi elle est incroyable? Pourquoi il est incroyable ce moteur? Déjà, c'est la grande époque de Honda. Honda était motoriste de McLaren avec Ayrton Senna, la NSX. Et sur ce modèle précis, ils ont eu pendant 10 ans le titre de la voiture au moteur le plus incroyable en termes de rendement. 2 litres, 240 chevaux, donc ça fait 120 chevaux le litre. Pendant 10 ans, Ferrari a essayé de les dépasser et c'est la 11e année qu'ils sont arrivés avec la 458 spéciale. Donc excusez un peu du peu. Et puis ensuite, il a été élu meilleur moteur en 2000, 2001, 2002, 2003. Donc c'est vous dire à quel point cette voiture a une motorisation fantastique. Encore une fois, difficile à retrouver. Le rupteur est à 9000 tours minute. Mais pour pas gâcher tout ça, la ligne est quand même très, très sympathique dans les canons de beauté des roadsters de cette époque. Donc voilà, c'est... il n'y a plus rien à rajouter. Évidemment, il y en a plein d'autres, là, on fait un petit focus, mais elles sont toutes intéressantes, sinon on les aura pas sélectionnées, évidemment. Il y a une Avantime V6, encore une voiture qui a tenté d'avoir raison trop tôt et qu'on redécouvre aujourd'hui. Il y a une Mini Morris 1000 avec une calandre de 1275 GT et ça, franchement, ça lui octroie un look très atypique, alors que bon, la Mini, on la connaît. Il y a une Mercedes 450 SL R107. Il y a une BM Z4 dans son évolution ultime 306 chevaux. Bref, il y a des choses, mais petite nouveauté. On va avoir une quinzaine de voitures et on va avoir à peu près le même nombre de lots en moto avec des Triumph de 1955, des BM, des engins qui donnent envie de chevaucher les plus belles routes françaises et Dieu sait qu'on est gâté sur ce côté-là. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça, je ne dois pas oublier de vous donner rendez-vous sur carpressium.com. Vous retrouverez l'intégralité du catalogue, vous pourrez aller voir tout ça. Et surtout, de nous retrouver le 6 mars à 19 h. Je serai accompagné, ou plutôt, j'accompagnerai Maître Milon pour la vacation. On vous donnera des anecdotes, on vous donnera un peu d'historique sur chaque modèle. Puis surtout, vous pouvez suivre la vente. Et le cas échéant, n'oubliez pas de créer un compte parce que on sait jamais, il y a toujours de bonnes affaires à faire. Donc, il faut être prêt à faire une offre et à poser une enchère. Donc, rendez-vous le 6 à 19 h, carpressium.com, l'adresse pour tout retrouver. Et je vous dis à bientôt.